Connex DS 3e édition, nous poursuivons cette journée de débat, d'échange, de rencontres. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser des questions, réagir à ce que disent les intervenants en utilisant le chat de l'application qui nous réunit aujourd'hui, puisque nous sommes, et pour la première fois, dans une version 100% digitale, 100% à distance de cette journée de rencontre organisée par Nice et Forcité. La crise sanitaire, économique que nous traversons aujourd'hui conduit à des changements brutaux. On verra tout à l'heure qu'il s'agit probablement d'une accélération de changements qui étaient engagés. En tout état de cause, la vie de beaucoup d'entre nous a changé, le fonctionnement des entreprises également a beaucoup changé. On s'oriente vers une dématérialisation qui pour l'instant est radicale, à nous de voir si effectivement cette dématérialisation sera pérenne, eh bien, tous les enjeux liés aux nouvelles façons de travailler, aux nouvelles façons de manager, à la nouvelle organisation dans les entreprises, en lien avec la numérisation et le digital, c'est l'objet de notre table ronde qui va s'ouvrir dans un instant, qui est la dernière séquence de notre matinée. Je commence cet échange avec Laurent Letourneau. Bonjour, vous êtes le président du MEDEF de Saône-et-Loire. Bonjour, bonjour à tous. Oui, bonjour. Je vous entends. Pourquoi est-ce que ce sujet, alors je précise que cette table ronde est organisée en partenariat avec le MEDEF de Saône-et-Loire, pourquoi est-ce que ce sujet vous paraissait-il important, pertinent, significatif dans le cadre de cette 3e édition des Connex? Bien, bon, alors je vais pas donner une information particulière. Tout le monde s'est rendu compte un petit peu de la situation sanitaire, des événements que l'on vit depuis le mois de mars. Si le digital, pour certains, était quelque chose qu'on commençait à appréhender en se disant on a du temps et devant nous pour pouvoir s'y mettre, finalement, la situation sanitaire et les événements que l'on vit maintenant depuis 8 ou 9 mois ont rendu le sujet du digital d'autant plus prégnant pour les entreprises. On s'est rendu compte que finalement, les entreprises qui étaient les plus digitalisées étaient entre guillemets celles qui avaient su le mieux s'organiser et qui aujourd'hui sont peut-être celles qui sont moins en difficulté que d'autres. Quand on regarde un petit peu le e-commerce, il connaît un boom par rapport au commerce de centre-ville qui n'étaient pas très digitaux. La situation dans laquelle on vit aujourd'hui fait que le digital, le e-commerce deviennent quasiment des impératifs pour toutes les entreprises, et ce, quel que soit le secteur d'activité et quelle que soit la taille de l'entreprise. Surtout, le digital n'est pas réservé aux grandes entreprises ou aux grosses entreprises. Le digital, il faut que l'ensemble des PME, même des TPE, puissent se l'approprier pour pouvoir se retrouver en situation de continuité d'activité. Le e-commerce, c'est intéressant, vous évoquez cet exemple. On en parlera tout à l'heure. Ce sera la première table ronde de cet après-midi avec des entreprises qui ont fait le pari de la vente en ligne, et ce, avant même la crise. Mais elles auront justement cette expérience et ce recul qui sont tout à fait intéressants. Vous disiez que la transformation numérique digitale était une absolue nécessité, peut-être même une évidence. Pourtant, beaucoup d'entreprises n'ont pas encore sauté le pas. Où se situent les difficultés, les blocages, les freins, selon vous? Alors, je pense que c'est peut-être des problématiques d'appétence du dirigeant. C'est aussi un sujet parce que si le dirigeant d'une entreprise n'a pas d'appétence particulière pour le digital, ben il a moins tendance à s'engager dans cette voie. Peut-être également pour des peurs ou des craintes d'investissement. C'est aussi un sujet parce que malgré tout, se digitaliser nécessite de l'investissement. C'est aussi des problématiques d'organisation, parce que quand vous digitalisez, mécaniquement, vous ne pouvez plus avoir tout à fait les mêmes salariés. Vous devez créer de nouveaux emplois dans vos entreprises. Et malgré tout, à l'intérieur de nos entreprises, on a des salariés qu'il faut former, qu'il faut engager aussi sur ce côté digital. Et c'est aussi des organisations complètes des entreprises qui doivent être revues pour pouvoir justement rentrer dans le digital et transformer l'entreprise.
Qu'est-ce que, selon vous, la crise que nous traversons actuellement, donc la crise que nous avons engagée, dans laquelle nous nous sommes engagés depuis cette année 2020, quels sont les enjeux que révèle cette crise en termes de transformation digitale? Qu'est-ce qui attend les entreprises demain? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans une crise qui a simplement accéléré un phénomène de numérisation qui était engagé, ou est-ce que on est peut-être allé un petit peu vite et que demain, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un petit retour en arrière? J'entends par là, j'évoque par là principalement les enjeux relatifs au télétravail, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à ces nouvelles façons de travailler à distance qui pouvaient être intéressantes, tentantes, qui ont été mises en œuvre de façon un peu brutale peut-être. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer à partir de l'an prochain ou de l'issue de cette crise? Alors, je crois qu'on peut déjà faire un premier constat et je pense qu'on peut féliciter les entreprises parce que ce que l'on a constaté très rapidement, hein, on fait un petit retour en arrière, on est le 17 mars, notre président nous dit on arrête tout, tout le monde en télétravail, plus personne dans les entreprises. On s'est rendu compte que les entreprises avaient réussi le pari de façon très rapide à mettre leurs salariés en situation de télétravail pour des raisons de sécurité évidentes. Hein. Mais malgré tout, en termes d'organisation, on a pu voir des entreprises se mettre dans ces situations de mise en œuvre du travail à distance, de la possibilité de faire du travail à distance. Si je prends par exemple un exemple simple, hein, parce que je dirige également une entreprise, j'ai 40 salariés, j'ai une dizaine de sites. Euh, entre le 17, disons qu'entre le lundi et le mercredi, globalement 40% de mes salariés pouvaient se retrouver en situation de télétravail. Bon, il est vrai que le mercredi, on n'avait plus de travail, il restait que la télé. Ça c'est ce qui s'est passé pour nous. Mais on a pu voir que déjà les entreprises avaient cette capacité à le faire, hein, c'est-à-dire déjà mettre leurs salariés en sécurité et les mettre en situation de télétravail. Maintenant, le télétravail aujourd'hui, tel qu'il est vécu, et pas le télétravail tel qu'il avait pu être pensé. On est dans un télétravail qui est contraint. Ça, c'est le premier sujet. Les entreprises n'étaient pas prêtes à réellement s'organiser autour du télétravail parce que ça remet en cause des fonctionnements, l'organisation. Le constat aujourd'hui, ça a été aussi de dire finalement, tout le monde n'est pas équipé, hein, parce que pour pouvoir être en situation de télétravail, il faut également que nos salariés soit avaient à l'intérieur de l'entreprise des outils mobiles pour pouvoir se connecter à distance. Ça, c'était le premier sujet, et ce n'était pas le cas pour tout le monde. Donc, on est allé, entre guillemets, chez nos salariés pour leur dire, bah, si vous avez un ordinateur, on va créer un lien qui va vous permettre de vous relier à nos serveurs et de pouvoir vous mettre en situation de télétravail. On s'est rendu compte qu'il y avait un défaut d'équipement. Je dirais que les générations les plus jeunes sont très mobiles, mais elles ont des tablettes, elles ont des portables, du moins des téléphones portables, pas spécifiquement des outils informatiques qui permettent de travailler. Hein, ça, c'est un premier sujet. Les générations les plus, un peu plus âgées, hein, on n'a pas de statistiques, mais ce n'est pas le sujet, étaient un peu plus équipées. Une fois qu'on a réussi à les mettre en situation de les connecter et de leur permettre de pouvoir accéder au serveur et de pouvoir, entre guillemets, travailler, et pas entre guillemets, de pouvoir travailler, on s'est retrouvé devant une autre situation, c'est la sécurité de nos systèmes. Parce qu'on s'est rendu compte que quand nos salariés utilisent des outils dédiés au travail, entre guillemets, on est un petit peu on est un peu plus en cercle fermé, on a moins d'opportunités de faire rentrer chez nous des gens malveillants. D'ailleurs, ce n'est pas une information, c'est un constat. La cybercriminalité, elle, a très bien réagi à la crise. Elle a su s'adapter de façon importante et elle a été très, très active. Si certains n'ont pas travaillé, les criminels du net, eux, ont été très présents. Et ça pose des problématiques
évidente déjà de sécurité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un constat, tout le monde n'est pas fait pour télétravailler. Parce que c'est pas aussi simple que ça, parce que ça demande une autonomie. Et on s'est retrouvé aussi dans une situation où le management n'était pas prêt à gérer l'activité de nos salariés en situation de télétravail. L'exemple, c'est que même si vous ne faites rien, mais que votre manager vous voit autour de lui, vous pouvez donner un sentiment de travail. Quand vous êtes à distance, votre manager ne vous voit pas du tout. Et je dirais que les entreprises n'étaient pas toutes préparées et organisées pour pouvoir manager des équipes à distance. Et le principe aussi, c'est de dire quand nos salariés travaillaient ensemble, là, on leur a demandé de travailler les uns à côté des autres, hein, mais à distance, non plus ensemble. Donc ça, c'était également des problématiques importantes. Et puis, on s'est retrouvé aussi dans des situations, et je vais vous donner un exemple, comment, en qualité de dirigeant, je peux contrôler tout ou partie le temps de travail de mes salariés. J'ai eu un échange un soir avec un de mes collaborateurs pour une problématique quelconque. Il me dit, j'ai fini le dossier, il était 22h hier soir. Je lui ai répondu, je ne vous demande pas de travailler jusqu'à 22h. Et lui me répond, mais de toute façon, vous pouvez le vérifier parce que vos serveurs informatiques vous permettent de détecter mes heures de connexion. Donc, il a fallu aussi expliquer à nos salariés que le télétravail, il fallait également qu'ils soient entre guillemets, qu'ils s'autodisciplinent dans leur plage de travail. Alors, on ne leur demandait pas de commencer à 8h ou à 8h05, ce n'était pas le sujet, mais à un moment donné de dire, vous ne pouvez pas allumer votre ordinateur à 8h le matin, comme ça je vous repère sur mes serveurs, et le clôturer à 21h, et à la fin du mois, venir m'expliquer que le télétravail, vous avez travaillé 12 à 15 heures par jour. Voilà, donc on se retrouve aussi dans une insécurité juridique du fait que nos salariés peuvent à un moment ou à un autre dire finalement je travaille plus, et ça peut être parfois le sentiment, alors que derrière ils sont dans des situations où ils font entre guillemets leur travail tout simplement. Donc ça ce sont aussi des enjeux, mais je reviens également sur le fait que on l'a constaté. Moi, je vais vous donner un exemple de ce que j'ai mis en œuvre dans mon entreprise. On a un premier confinement où effectivement, on est globalement en télétravail avec quasi zéro présentiel dans nos points de vente. À partir du mois de juin, juillet, on a fait revenir nos équipes en présentiel pour certains. Et on s'est rendu compte, entre guillemets, des dégâts qu'avait pu générer la situation de télétravail d'un point de vue psychologique. Alors, le coronavirus, bien entendu, la situation Covid a impacté psychologiquement nos salariés, mais cette situation de finalement les renvoyer chez eux et se retrouver en situation de couper le lien social, on s'est rendu compte que ça avait été compliqué. Et aujourd'hui, dans le cadre du deuxième confinement, on a laissé les équipes s'organiser, c'est-à-dire qu'on leur a donné une trame pour pouvoir être dans le respect du protocole sanitaire tel qu'il nous est imposé aujourd'hui par le gouvernement. Mais on leur a dit, on va vous laisser vous organiser. Et on se rend compte d'une chose, c'est que certains salariés vont être quasiment à 90% en télétravail et d'autres vont être plutôt à 90% en présentiel. Et on se rend compte aujourd'hui, avec le recul que l'on a maintenant depuis un mois que cette situation est revenue, que finalement, certains sont plutôt bien préparés à ça, d'autres sont vraiment en difficulté en situation de télétravail, et finalement leur avoir laissé la possibilité également de venir travailler en présentiel un jour sur deux, un jour sur trois, leur a permis aussi entre guillemets, de moins souffrir de la situation d'isolement. Voilà. Alors, merci Laurent pour ce témoignage. C'était important de vous entendre effectivement en ouverture de cette table ronde avec votre témoignage aussi de chef d'entreprise. Ce qui est tout à fait significatif, c'est qu'un petit peu comme tout à l'heure pour la conférence de Michael, eh bien, on part de questionnements autour de l'outil, de la techno, et on arrive à des questionnements et à des enjeux qui sont liés à l'humain.
dans l'entreprise. Et c'est ça qui me paraît tout à fait intéressant de relever aujourd'hui. Et puis, deuxième point, vous avez évoqué trois enjeux, à mon avis, qui se sont présentés aux entreprises pendant cette année compliquée. Celui de l'équipement, de façon générale, l'infrastructure, les réseaux, celui de la sécurité, de la cybersécurité, qui est un vrai enjeu également. Et puis, dernier enjeu, celui de l'organisation du travail, du management, des modifications dans la façon de fonctionner des entreprises. Ce sont précisément les trois enjeux que nous allons aborder maintenant avec nos deux intervenantes du MEDEF national. Je vous présente Maxence Demerle, qui est directrice du numérique, et Pauline Fiquemont, qui est Sherpa de la Commission de nouvelles responsabilités entrepreneuriales et innovation managériale, donc toutes les deux au MEDEF national, en visio depuis Paris. Merci à toutes les deux d'être là. Peut-être un mot, Maxence, pour commencer, sur le rôle d'une organisation comme le MEDEF face à ces mutations qui, on l'a compris, sont des mutations qui sont engagées sur le long terme et puis qui ont connu cette année une accélération tout à fait imprévue. De quelle manière le MEDEF peut-il accompagner ou orienter les entreprises? Alors, bonjour Patrice et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce matin. Je remercie beaucoup le MEDEF 71 et donc le président qui vient de prendre la parole de m'avoir invité. Alors, le MEDEF, effectivement, est une organisation professionnelle. Donc, nous avons l'objectif d'aider nos membres, nos entreprises, à mieux comprendre l'écosystème dans lequel elles évoluent. Donc cet écosystème, de plus en plus, c'est un écosystème numérique. Donc depuis longtemps, en fait, le MEDEF, accompagne les entreprises dans la meilleure compréhension, de ces sujets. Donc plus récemment, en fait, on s'est donné des objectifs, dans le cadre du mandat de notre président. D'abord de faire de la prospective et d'éclairer sur les sujets, de grands changements, digitaux, qui entourent les entreprises, de donner des clés de compréhension aux entreprises pour qu'elles comprennent en fait quels sont les sujets, qu'elles se diagnostiquent, qu'elles se testent, qu'elles comprennent le vocabulaire. Et aussi, bien sûr, le rôle du MEDEF, c'est effectivement de porter la parole, hein, d'être représentante de l'intérêt de toutes les entreprises de France, de toutes les tailles, de tous secteurs confondus, et donc de promouvoir leurs préoccupations ou leurs remarques opérationnelles sur des réglementations ou tout ce qui va encadrer en fait la mise en œuvre des réglementations sur le numérique plus spécifiquement. Et vous aurez noté que l'actualité comprend énormément de sujets dans ce domaine-là. Alors nous ne sommes pas une entreprise de conseil, nous ne prenons pas la place de nos propres adhérents, bien sûr, puisque des réseaux, d'abord professionnels, hein, d'organisations professionnelles les représentent et ils sont nos membres, et aussi sur l'ensemble du territoire, on trouve des professionnels qui sont parfaitement armés pour conseiller, accompagner, installer, maintenir des systèmes informatiques et télécoms de toutes sortes. Donc, c'est certainement pas le rôle du MEDEF, bien sûr, de se suppléer à leur expertise et leurs compétences. En revanche, nous avons le soin, d'essayer d'ouvrir, hein, les sujets, de les faire comprendre par les dirigeants, et surtout, la plupart du temps, ce que nous essayons de faire, c'est que des dirigeants parlent à d'autres dirigeants parce que c'est de cette communication de pair à pair qui va vraiment permettre, j'allais dire, de passer les messages. Alors effectivement, comme le président, du MEDEF 71 le disait à l'instant, énormément de sujets, que nous traitions depuis plusieurs mois sont arrivés, de manière, très, je vais dire, soutenue dans l'actualité du fait de la crise sanitaire. Il a extrêmement bien résumé la situation, hein. Outils, compétences, Et cybersécurité, management, tout y a été en même temps. il a, il a, il a notamment dit que la question, en tout cas je résume vraiment à grands traits son propos, la question était plus qu'une question d'outils et de techno, c'était une question d'humain. C'est-à-dire, il a parlé de psychologie des salariés, il a parlé de capacité du manager à s'engager dans des nouvelles façons de travailler, dans une nouvelle organisation. On parle de quoi là aujourd'hui? On parle d'outils ou on parle d'humain? Bah, écoutez, Et la question est pour vous, Maxence, ou pour Pauline aussi? alors, en ce qui me concerne, ça fait, peut-être malheureusement pour moi, mais plus de 20 ans que j'évolue dans des sociétés de haute technologie ou dans les organisations professionnelles, et j'allais dire la question de la transformation digitale, numérique ou quoi que ce soit, le nom en fait qu'on lui donne, le nom marketing, hein, la transformation a toujours été au cœur parce que introduire des outils digitaux, c'est pas juste mettre, un outil à la place d'un autre, c'est souvent transformer la manière de travailler et la façon dont on envisage les tâches. Donc la transformation, effectivement, elle englobe de toute façon à la fois l'organisation et les humains. Donc vous avez tout à fait raison, hein, c'est pas juste, juste un changement de braquet ou, un PC, plus puissant sur le bureau. Non, c'est vraiment une question d'organisation. Mais je laisse aussi peut-être à Pauline, compléter.
Merci Maxence. Pauline, Bonjour qui à est tous. Sherpa de la commission Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale. C'est quoi Sherpa pour vous? Quel est votre rôle? Alors, j'anime en fait la commission Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale au MEDEF qui couvre les sujets liés aux transformations sociétales, donc tout ce qui est stratégie RSE des entreprises, et avec un focus aussi particulier sur le volet social, sur toutes les questions d'égalité des chances et d'égalité professionnelle en entreprise. Donc, on a un axe assez large et en effet, comme le disait Maxence, ce qu'on peut constater dans toutes les transformations qui sont en cours aujourd'hui, hein, que ce soit numérique, environnementale, sociétale, il y a un enjeu humain. Même si au niveau du numérique, on part d'innovation technique et d'outils, dans l'application, la mise en place, l'usage, il faut évidemment remettre l'humain au cœur de la transformation. Et on voit aussi dans le cadre particulier de la crise qu'il y a eu un enjeu évidemment d'accélération de la transformation numérique, puisque de fait, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées confrontées à une obligation de mise en place rapide et forcée et non préparée de dispositifs, que ce soit de télétravail ou de digitalisation de manière plus générale. Mais comme l'a évoqué Monsieur Le Tourneau, il y avait aussi un enjeu managérial de management de ces transformations, mais aussi du contexte de la crise. Donc, un des focus qu'on a eu aussi au niveau de la Commission Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale, ça a été de mettre en place des outils destinés aux MEDEF territoriaux et aux fédérations professionnelles, qui sont nos adhérents directs, pour les accompagner dans l'accompagnement aussi des chefs d'entreprise, puisque beaucoup de chefs d'entreprise se sont retrouvés démunis face à cette crise, avec des enjeux en termes de bien-être, que ce soit des chefs d'entreprise et que ce soit des salariés, qu'il a fallu aussi gérer dans un contexte très particulier, qui est celui de la crise sanitaire. Est-ce que vous avez l'impression que tout cela a servi à quelque chose de positif? Parce qu'on parle de contraintes, on parle de brutalité. Cette crise, personne ne l'avait vu venir et on l'a tous subie violemment. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va en sortir quelque chose de positif de tout ça, en termes d'innovation managériale, en termes d'organisation du travail, en termes aussi d'équipement des entreprises? Et puis après, on détaillera chacun des trois enjeux. Pauline, Alors, Maxence? bah écoutez, oui, enfin, comme vous préférez, je veux bien commencer. Bah écoutez, oui, moi j'ai un peu tendance à voir toujours le verre à moitié plein, et effectivement, on peut regretter que ce soit passé dans ces conditions aussi violentes et aussi dramatiques, évidemment pour l'ensemble de la société. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a eu un véritable bond de progrès qui a été fait tous collectivement. Alors d'abord, comme vous le savez, le numérique, il tient aussi sa puissance dans le fait que l'ensemble des personnes ou des choses sont connectées ensemble en même temps. Donc il y a un effet, ce qu'on appelle un effet de multitude dans le numérique. Donc plus il y a de choses connectées entre elles, plus il y a de gens connectés, plus ça crée de données, plus ça crée de valeur potentiellement. Et donc l'idée qu'on soit passé tous ensemble en même temps dans un mode de gestion numérique a fait faire un progrès énorme à l'ensemble de la société française. Alors je vais juste citer quelques chiffres, puis je ne vais pas vous ennuyer avec d'éléments chiffrés, mais quand même, en télémédecine, j'ai quand même trouvé qu'on avait estimé qu'il y avait une accélération à peu près de 2 ans d'adoption de la télémédecine. C'est pas moins de 5,5 millions de téléconsultations qui ont été faites pendant le premier confinement. Et aujourd'hui, l'assurance maladie nous dit qu'à peu près 10% des consultations, donc elle le voit passer par le remboursement, se font effectivement en téléconsultation. Donc ça, c'est un progrès énorme, puisqu'effectivement, dans l'organisation de la médecine et de la médecine de proximité notamment, il était prévu quand même de développer cette téléconsultation, mais il fallait que l'usage, que les personnes s'habituent à passer par des vecteurs effectivement numériques et distanciés, ce qui n'est pas forcément tout à fait évident pour un rapport avec un médecin dont on parle d'auscultation et de conseils directement à la personne. Donc ça, c'est un progrès On assez entend bien qu'il y a une impressionnant. accélération, effectivement, Oui. dans cet exemple précis que vous citez, il y a une accélération de la pratique de la télémédecine. Toute la question est de savoir ce qui va se passer quand on sera sorti de cette crise. C'est-à-dire, est-ce qu'on restera à ces niveaux, voire on continuera de progresser dans la consultation à distance, par exemple, ou est-ce qu'au contraire, on reviendra à nos habitudes d'avant parce que c'était pas mal de rencontrer son médecin physiquement?
Je pense que le contact avec le médecin est indispensable, quoi qu'il arrive, mais Bien j'ai sûr. tendance à penser quand même que les usages qui sont acquis ne sont pas perdus. Peut-être qu'une décélération s'observera, mais quand on nous dit qu'encore entre les 2 confinements, il y avait plus de 10 de téléconsultations, alors même on pouvait de nouveau aller chez son médecin, ça c'est une marque. Je prendrais aussi, dans l'enseignement, alors on verra peut-être un peu comment ça se, projette dans le temps, mais récemment lors d'un de nos événements, la présidente de la région Île-de-France, madame Pécresse intervenait pour nous dire qu'effectivement le bond d'utilisation, des ENT, donc des espaces numériques de travail pour les élèves, a été phénoménal et donc effectivement qu'ils n'étaient pas nécessairement préparés à ce que autant d'élèves, c'est-à-dire on compte en millions, se connectent en même temps, pour suivre des cours. Alors le télétravail, vous l'avez cité bien sûr, hein, comme l'a dit le président et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'était pas un télétravail choisi, c'est pas un télétravail organisé, ça Pauline pourra le détailler. Néanmoins, parmi les salariés qui sont restés en travail, un quart de ceux-là, pendant le premier confinement, se sont trouvés en télétravail sur l'ensemble du territoire français. Donc ça, c'est quand même une donnée extrêmement importante et c'est vrai, je rejoins son analyse. C'est-à-dire qu'on va peut-être retourner à des usages plus, modérés, plus choisis, plus consensuels, plus négociés autour du télétravail. N'en demeure pas moins qu'effectivement, après ce premier choc, le fait de savoir qu'on peut collaborer, qu'on peut travailler même en distanciel avec des outils collaboratifs numériques qui étaient souvent inutilisés, même s'ils étaient souvent présents dans les entreprises. Je vais prendre tout simplement justement l'outil qu'on utilise aujourd'hui ou les outils proposés par d'autres sociétés existaient déjà, mais tout le monde a pris conscience de la manière dont on pouvait les utiliser et la fluidité qu'ils apportent. À mon avis, c'est un usage qui n'est pas perdu. Pauline, vous avez ce sentiment également que maintenant qu'on y a goûté, on ne reviendra pas en arrière ou en tout cas on continuera d'en faire un usage relativement important? Alors oui et non, je pense qu'il faut, comment dire? Qu'il y a des usages de fait qui vont être, plus largement adaptés et adoptés, mais en revanche, il faut un peu réussir à transformer l'essai, c'est-à-dire tirer, les enseignements et les bonnes pratiques de la situation de crise qu'on a pu connaître, en différenciant bien, ce qui était relatif à la crise et ce qui peut être appliqué sur le plus long terme. Je m'explique peut-être un peu, c'est que ce qu'on a constaté en termes managériels, c'est que sur la période du premier confinement, qui pour le coup était vraiment, on va dire, le paroxysme de cette mise en télétravail généralisée et rapide et voilà, non préparée, de fait, c'était un télétravail, comme on l'a déjà dit, qui n'était pas un télétravail normal, puisque il y avait certaines équipes, enfin de nombreuses équipes ou entreprises dans lesquelles il y avait du télétravail en place. C'était du coup l'ensemble de l'équipe qui était en télétravail en même temps, ce qui est différent du télétravail normal où généralement c'est voilà, un jour par semaine, voire un jour par mois, avec des équipes mixtes, des personnes en présentiel, des personnes en distanciel. Donc, c'est pas la même manière de gérer. Et surtout, en termes d'objectifs managériaux, la période de crise concentrait aussi l'objectif sur la résolution de la crise, faire face à la crise. Et du coup, il y avait un peu ce sentiment aussi d'équipe de faire front contre cette situation de crise qui rendait le management souvent plus facile qu'un management d'objectifs, on va dire, normaux, qui sont beaucoup plus dispersés. Et du coup, il y a eu quand même des difficultés dans ce retour post-premier confinement, d'entre-deux. Alors, c'était pas tout à fait normal, au sens, on n'est pas encore dans une situation normale de ce qu'on connaissait avant, Oui, mais on restait en mode dégradé malgré tout, voilà, en mode particulier, mais voilà, qui ressemble un peu plus déjà à la normalité qu'on connaît. Et du coup, c'est pour ça que nous, par exemple, on a fait une fiche pratique, un webinaire sur tirer les enseignements managériaux de la crise. Donc, de vraiment réussir à se poser les bonnes questions pour voir ce qu'on peut garder et ce qui doit encore évoluer. En fait, de faire de tout ce qui s'est passé une opportunité pour progresser. Et au-delà du numérique, là, on le voit plus généralement, c'est sur la question de la responsabilité des entreprises, de la place des entreprises dans la société, où on voit qu'il y a aussi une prise de conscience et une évolution sur ces sujets. Donc, je pense qu'il y a en effet des usages qui vont rester et surtout, il faut réussir à transformer ce qui s'est passé en opportunité voilà, pour continuer à avancer. Si je peux ajouter quelque chose, je pense qu'il y Alors, a quel oui, allez-y, Maxence. Oui, oui, pardon. Si je peux ajouter quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose dans les usages qui, nous est apparu de manière assez flagrante, c'est, aussi l'économie du sans contact. Alors, sans m'étendre dessus quand même, il y a quelque chose qui est apparu,
c'est que de plus en plus, on s'est rendu compte que grâce au numérique, et ça a été démontré dans l'intervention précédente aussi à travers de la réalité virtuelle, la capacité qu'on a maintenant à interagir, y compris avec des outils industriels, sans nécessairement les toucher en direct, mais par l'intermédiaire effectivement d'une interface virtuelle. Mais ça s'est vu aussi pour le paiement sans contact ou la capacité d'interagir les uns avec les autres sans nécessairement être en présence. Et donc, ça a donné beaucoup d'idées aussi, hein. C'est riche, j'allais dire, d'enseignements, mais c'est aussi riche d'initiatives avec des entrepreneurs qui innovent sur la base effectivement de ces besoins de pouvoir faire des échanges sans nécessairement être présent physiquement et sans avoir forcément le contact tactile. Parce que quand on parle de digital, on parle en fait de la capacité d'interagir souvent à travers nos doigts sur un écran. Et en réalité, là, on est passé au-delà de ce phénomène-là. Donc, c'est très intéressant à observer. Alors, pour qu'il y ait usage, il faut qu'il y ait infrastructure et équipement. Alors ça, c'était le premier enjeu qu'on avait évoqué. Est-ce que cette crise si on prend un tout petit peu de recul, révélé quelque chose d'intéressant sur notre niveau d'équipement? Alors, j'entends par là le niveau d'équipement de nos territoires, c'est-à-dire la capacité qu'on offre aux gens de pouvoir se connecter de manière correcte, confortable, à haut débit, etc., à peu près où qu'on se trouve. Ça, c'est le premier enjeu. Et avec tous les débats autour des réseaux de fibre optique, etc., la 5G aujourd'hui, là, il y a une vraie question. Et puis après, il y a la question de l'équipement de chacun d'entre nous. Et troisième étage de la fusée, la capacité de chacun d'entre nous à éventuellement utiliser l'appareil qu'on a. Alors sur les réseaux, les infrastructures et les équipements, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce qui s'est passé cette année? Alors effectivement, vous avez raison Patrice, je pense qu'il est apparu de manière flagrante à tous, que en fait la politique française, sur le plan France Très haut débit qui date de 2013, donc effectivement on est déjà, j'allais dire les bénéficiaires d'une politique, qui a été lancée quand même, il y a un peu moins de 10 ans, mais néanmoins, qui a poursuivi sa route de manière, j'allais dire, si ce n'est silencieuse, mais disons que c'est pas un sujet qui fait la une de la presse, ou de la presse, économique, tous les jours. Mais ce plan THD, il est assez remarquable parce qu'effectivement, il va ni plus ni moins faire de la France un des territoires les mieux connectés d'Europe. Alors, c'est toujours, la connectivité un peu, une question de j'allais dire de météo ou de peau de léopard. C'est-à-dire vous avez toujours l'impression d'être dans l'endroit où la connexion est la moins bonne ou, en tout cas, vous pouvez faire le constat que quelquefois, il y a des différences de traitement, d'un endroit à un autre. Alors néanmoins, nous nous félicitons du fait que, non seulement ce plan, ait été lancé, qu'il ait poursuivi sa route, mais surtout, qu'il soit renforcé et que le plan très haut débit, soit, j'allais dire même accéléré, dans cette période, difficile où on a vraiment nécessairement besoin de connectivité. Récemment, on a organisé au MEDEF d'ailleurs, et d'ailleurs il est toujours consultable sur notre extranet, hein, pour ceux qui sont adhérents, vous pouvez aller le voir, un webinaire avec l'Agence nationale des territoires, qui, supervise, le déploiement de ce plan. Donc, juste là aussi, hein, quelques chiffres rapides, hein, plus de 22 millions de foyers, français sont raccordables à la fibre. Alors jusqu'à présent, pas tout à fait la moitié des Français, en fait, avaient demandé leur raccordement. Or, on a vu une augmentation, fulgurante, évidemment, ces derniers mois de demandes de raccordement. C'est-à-dire que la fibre passait en bas de l'immeuble, mais n'avait pas toujours été, jusqu'au foyer même. De même pour les entreprises, effectivement, il y a eu un progrès considérable. Alors avec, ce plan France Très haut débit, la France va quand même se placer en tête de tous ses voisins européens et la 5G aussi, dans son déploiement, pourra compléter, le panorama puisque, la fibre ne pourra pas nécessairement, aller partout dans les derniers kilomètres et la 5G pourra être un outil de complément, très 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 utile. Alors effectivement, il faut absolument, non seulement déployer le réseau mais le remplir. Donc on espère terminer l'année avec, plus de 10 millions d'abonnés à la fibre optique et donc c'est une augmentation de 50 par rapport à l'année dernière. Je pense que c'est un outil d'attractivité, indispensable et le rôle des collectivités territoriales est très important. Donc, nous avons souhaité faire passer le message, lors de ce webinaire et je profite, de que vous m'ayez invité pour, le réitérer, de ne pas hésiter, effectivement que les entreprises se manifestent au travers de leur MEDEF ou, de toute, organisation, qui se trouve, compétente sur le sujet, d'interagir effectivement pour savoir comment le plan,
arrive chez eux, comment est-ce qu'ils peuvent s'y raccorder et quelles sont les opportunités. Le MEDEF a fait un guide d'ailleurs aussi de raccordement sur les outils télécoms, donc n'hésitez pas à le consulter, je serai tout à fait disposée à le redistribuer. Donc ça, j'allais dire, les infrastructures sont extrêmement importantes et vous avez dit derrière, effectivement, l'important c'est que chacun soit outillé et que l'ensemble des usages soient sécurisés. Ça a été cité aussi par le président, Monsieur Le Tourneau. Effectivement, la cyberattaque, les cyberattaques, elles ne sont pas restées, j'allais dire, sans travail ces derniers temps. Et si vous voulez, j'y reviendrai parce que ça, c'est un point aussi très, très important. On va y revenir effectivement. J'entends que vous n'êtes pas inquiète sur l'existence de l'infrastructure, son développement. Une question quand même sur sa capacité, parce que on est effectivement extrêmement nombreux à utiliser aujourd'hui le réseau. Donc il y a le réseau, il y a les serveurs, il y a les plateformes. Il faut bien voir aussi que non seulement les hommes utilisent, les hommes et les femmes, bien sûr, utilisent les réseaux, mais aussi les objets, et qui sont même plus nombreux que nous maintenant Oui. à communiquer entre eux. Voilà, j'irai jusqu'à évoquer le réfrigérateur qui vous demande un ami sur Facebook, mais ça va finir par arriver un de ces jours. Oui, oui. On a aussi cette dimension de la capacité des réseaux, et on l'a bien mesuré pendant cette année, des limites qu'on rencontrait à certains moments où effectivement il y a énormément de monde qui cherche à travailler, à se connecter en même temps. Ah bah, je pense que c'est pour ça que tout le monde a compris que la fibre était vraiment dans une capacité effectivement à faire face aux besoins. C'est-à-dire quand on parle de la fibre ou de l'arrivée de la 5G, c'est la capacité en mégabits qui arrive chez vous en montant et en descendant, parce que c'est ça dont nous avons besoin pour des usages adaptés. Alors juste pour revenir effectivement sur votre sujet, si la France se positionne de manière très favorable sur les réseaux, on a un petit souci sur les usages, hein. Et j'allais dire que à toute chose malheur est bonne. Et effectivement, cette crise apporte quelque chose dans les usages, c'est que beaucoup d'entreprises à qui, nous le voyons en premier au MEDEF, hein, on parlait de digitalisation, le MEDEF a mis, il est gratuit, il est sur internet, un test de maturité digitale. De même récemment, enfin l'année dernière, et d'ailleurs Pauline y avait travaillé, un test, de cyber. Donc en fait, on a vraiment l'objectif d'avoir des outils pédagogiques et de compréhension très simples pour des entreprises ou des chefs dirigeants ou des gens qui n'ont pas de culture numérique particulière, de comprendre les concepts et d'appréhender les enjeux. Et nous avons constaté effectivement que ces outils rendaient un vrai service parce que beaucoup d'entreprises sont très en arrière de la main. Alors, avec la crise, elles se sont beaucoup mobilisées pour reprendre, j'allais dire, du terrain sur leur retard. On l'avait constaté lors des universités du numérique qu'on avait fait en 2019 avec un rapport qu'on avait co-construit avec le BCG. Résultat d'ailleurs de cette thèse de maturité digitale, beaucoup d'entreprises et majoritairement des TPE-PME s'étaient pas saisies des outils digitaux et n'avaient pas opéré de transformation digitale. Transformation, et j'entends bien ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire non seulement les outils, mais l'organisation de l'entreprise autour de ces outils et les compétences des salariés. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit effectivement être repris en main de manière très dynamique. Et c'est nécessaire parce que quand on fait, j'allais dire, j'allais dire le ranking, pour utiliser un mot anglais, de la France par rapport à ses voisins européens, là, on est loin d'être dans les premiers puisqu'on stagne dans la 15e ou 16e position d'une année sur l'autre. Il y a un indice qui est publié chaque année par la Commission européenne qui s'intitule le Digital Economy and Society Index, donc l'indice du joli nom de DAISY. Et malheureusement, on est, j'allais dire, voilà, en plein milieu des rangs. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ça veut dire qu'on a vraiment besoin que les entreprises comprennent, la capacité d'utiliser des outils numériques pour digitaliser leur processus de production et améliorer, bah, j'allais dire l'expérience client ou ce que vous voulez, ou la fluidité, des échanges. Donc il y a une volonté politique forte, là, vous voyez dans le plan, de relance, d'accélérer en fléchant, les montants financiers vers des outils, effectivement, d'intelligence artificielle ou de numérisation de l'industrie. Donc ça, c'est un point très intéressant. On aurait bien aimé aussi que ça aille sur les services parce qu'on a un énorme besoin de modernisation aussi des services. Donc voilà, on va voir, si, c'est possible d'améliorer ce point-là parce qu'il y a un véritable besoin pour les entreprises, de digitaliser, tout leur processus. Pauline, est-ce que ce qui est en train de se passer, ce déploiement des infrastructures à très grande échelle, est de nature à rebattre les cartes dans comment dire, dans la capacité des territoires
à retrouver du dynamisme ou en tout cas, est-ce que ça ne va pas redessiner finalement une carte de France des territoires les plus dynamiques parce qu'on mesure bien l'enjeu pour des territoires ruraux qui, il y a encore quelques années, on disait en désertification, en perdition, etc., qu'on voit aujourd'hui revenir sur le champ de l'attractivité économique grâce justement à ces équipements qui rendent possible le travail à distance, qui rendent possible l'existence de nouveaux services, de nouvelles offres commerciales, etc. Alors oui, je pense que ça a un impact en effet, même si au-delà de la question de la connectivité et de la mise en place de télétravail, par exemple, il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent sur l'attractivité des territoires. En revanche, je pense que en termes aussi, ne serait-ce que d'attractivité de l'entreprise, en fait, d'effectuer une transformation digitale, de mettre en place du télétravail, qui encore une fois, le télétravail n'est pas c'est pas mettre du télétravail pour mettre du télétravail, c'est l'inclure dans un projet plus global de l'entreprise, notamment par exemple en termes de qualité de vie au travail. Ça permet aussi de revaloriser l'image de l'entreprise et d'attirer des talents dans l'entreprise. Et en complément de ce que vient de dire Maxence sur la digitalisation, sur les réseaux, il y a le côté technique et il y a évidemment le côté compétences qu'on a mentionné. Sur deux axes, c'est-à-dire qu'il y a la montée en compétences des personnes qui sont déjà dans l'entreprise pour justement s'adapter à ces nouveaux usages, et il y a également l'attraction de nouveaux talents et de personnes formées au numérique, et on sait qu'on manque de personnes formées au numérique, et c'est un sujet sur lequel Maxence et moi travaillons. Puisqu'il y a un enjeu d'attirer aussi des nouveaux profils dans la formation de ces métiers au digital. Donc, au-delà du côté territorial, c'est ce tout qui peut faire que ça donne une nouvelle attractivité en fait, à des entreprises qui parfois en manquaient, je ne sais pas s'ils en manquaient, mais en tout cas, le mettaient pas forcément en avant de la même manière et peut attirer de nouvelles personnes sur, en effet, de nouveaux territoires. Si je résume les choses, avant, quand une entreprise voulait s'implanter quelque part ou se développer quelque part, elle se posait deux questions, c'est est-ce qu'il y a du foncier disponible et est-ce qu'il y a une autoroute pas trop loin? Oui. Aujourd'hui, elle va demander est-ce qu'il y a la fibre, l'infrastructure numérique et les compétences pour faire tourner tout ça. Je caricature? En gros, c'est ça, même si Maxence? évidemment, c'est plus large que ça, mais en gros. Oui, oui, non, C'est un peu plus compliqué, mais enfin, en tout cas, il y a une montée, en tout cas, de ces nouveaux critères, et du critère de l'infrastructure numérique notamment, clairement, que vous observez aujourd'hui. C'est une priorité pour une entreprise qui fait des choix d'investissement. Oui, je pense que c'est non, mais c'est très important, Patrice, effectivement. Je pense que ces sujets montent. Je pense que beaucoup d'entreprises se sont rendues compte à l'aune de la crise que c'était indispensable, effectivement. On a eu malheureusement un cas dont je ne peux pas donner les détails, mais un adhérent d'un de mes devs territoriaux nous a appelé parce qu'il avait un problème de connectivité très sérieux pour des raisons techniques dont je vous passerai les détails. Et effectivement, on a tenté effectivement de comprendre pourquoi ce problème technique était arrivé. Et pour lui, globalement, c'était si c'est pas réglé dans les 3 mois, je déménage mon usine avec les 100 salariés. Voilà. Donc, c'était aussi clair que ça, sans connectivité, pas de production et donc une impossibilité de faire perdurer son activité sur le territoire. Quand on regarde la carte, du déploiement de la fibre, auquel je faisais référence tout à l'heure, si vous allez, sur les sites de l'Agence nationale des territoires, il y a 2 départements en France qui sont extrêmement bien fibrés, c'est l'Oise et la Loire. Alors, c'est tout simplement, je pense, parce qu'il y a eu certainement à la tête de ces collectivités, des personnes qui ont vu la nécessité de faire de la fibre. Il y en a peut-être d'autres, hein, j'en oublie peut-être, certains, mais qui ont fait de la nécessité d'apporter la fibre, une nécessité économique évidente. Donc effectivement, c'est pas mal de clairvoyance quand même de la part de certains dirigeants de collectivités territoriales, et c'est aussi peut-être, l'interaction avec les entreprises, locales. Ce qui est certain, c'est que,
les changements de comportement, les changements d'usage qu'ont apporté la crise, nous, on a fait une petite enquête là, sont très importants et relèvent des vrais contrastes entre les secteurs et entre la compréhension de ce que le numérique peut apporter. Très récemment, on a fait une enquête auprès de nos adhérents sur la mise en place du click and collect parce qu'on avait fait, moi j'ai fait un webinaire sur le sujet pour savoir globalement, bon, comment mettre en place du click and collect rapidement et comment valoriser sa présence sur Internet, j'allais dire, très facilement en 2 clics, quoi, de manière proactive et certains de nos, adhérents effectivement, ont révélé, par l'enquête que finalement ça ne se prêtait pas à leur activité ou que, ils ne savaient pas forcément s'y prendre, et principalement effectivement, il y a des secteurs, qui, en fait ont été de l'avant et d'autres, ça a été beaucoup plus difficile pour eux. Donc c'est à nous aussi d'essayer de comprendre quels sont les obstacles et essayer de les accompagner dans l'appréhension, des outils. Je trouve que ça a été très, très bien décrit par un de vos intervenants précédents. Il y a beaucoup, d'outils qui sont un peu en mode appli, en fait, qui sont très faciles à charger. On a collaboré avec, certains acteurs, professionnels, de ces secteurs-là et honnêtement, ils facilitent beaucoup la tâche, surtout pour les très petites entreprises, qui n'ont pas beaucoup de moyens et pas beaucoup de compétences. Donc aujourd'hui, c'est quasiment à la portée, j'allais dire du smartphone en réalité. Donc honnêtement, voilà, il faut pas hésiter à poser des questions, à s'adresser à son MEDEF ou à chercher un interlocuteur professionnel, autour de soi pour, monter dans le train, de la transformation. Alors, il y a un élément qui peut éventuellement constituer blocage ou en tout cas être un élément redouté par un dirigeant d'entreprise, c'est la question de la cybersécurité qu'on a évoquée tout à l'heure. La peur, effectivement, quand on commence à se connecter à distance, à placer ses logiciels ou ses données dans le cloud, et bien d'être plus sensible à la délinquance en ligne. Est-ce que la crise que nous venons de traverser a mis le doigt, permis de mettre le doigt sur cette problématique-là? Comment aujourd'hui les entreprises et le MEDEF abordent cet enjeu de la cybersécurité? Alors merci beaucoup, de nous donner la possibilité de parler de ce risque. Oui, parce que j'ai beaucoup parlé des opportunités et je suis convaincue que c'en sont, enfin des opportunités, mais toute, médaille a un peu son revers et en l'occurrence, oui, il faut faire extrêmement attention. Alors je vais vous citer une petite anecdote, donc que j'ai vue sur les réseaux ce matin, hein. Donc un journaliste, de RTL, est entré, en pleine réunion virtuelle, des ministres de la défense de l'Union européenne. Je crois que ça s'est passé hier ou ce matin même. Et donc, il a réussi à rentrer dans cette réunion qui aurait dû bien sûr être extrêmement sécurisée, grâce à la photo de cette réunion qui avait été postée par qui? On ne sait pas, mais sur Twitter et 5 des 6 chiffres du mot de passe de la réunion étaient apparents sur la photo qui avait été postée. Donc le journaliste, qui était un petit peu, coquin, s'est trouvé un malin plaisir de trouver, j'allais dire, le dernier digit Il de a la dû faire formule 10 à 6 chiffres. tentatives au maximum. Voilà Voilà. et il a fait les tentatives sans doute à la main et il est rentré dans la conférence. Donc cette petite anecdote sous Non, forme, mais c'est une boutade intéressante, mais elle montre que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire du DSI ou du dirigeant d'entreprise, c'est nos comportements individuels qui sont en cause. Alors, c'est exactement ce à quoi je voulais en venir, c'est qu'effectivement, la cybersécurité, c'est surtout la sécurité et la compréhension par l'entreprise que ces données aujourd'hui ont beaucoup de valeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire passer au MEDEF. On a des groupes de travail en ce moment sur la valorisation des données et à la part, effectivement aussi de la sécurité qu'il faut y attacher. Car, beaucoup d'entreprises, souvent nous disent: «Oh mais moi j'aurais» ou soit je n'ai rien à cacher ou je n'ai rien à voler. En l'occurrence pour des hackers, tout ce que vous faites, est extrêmement intéressant, et monétisable surtout, hein, Ça c'est très important. Donc, la cybersécurité ça va, bien sûr, de la problématique de la gestion des mots de passe, jusqu'à la cryptographie, donc il y a plusieurs niveaux. Ça va dépendre justement de la problématique de la sécurité que vous voulez attacher à telle ou telle donnée. Le travail en distanciel aussi pose beaucoup de questions parce que, comme ça a été évoqué, tous les salariés n'étaient pas nécessairement outillés d'outils
professionnelle et adaptée à la mobilité. Nous avons beaucoup d'experts en cybersécurité qui viennent nous raconter toutes les horreurs qu'ils voient parce que personne n'était préparé et on ne jette bien sûr l'opprobre sur personne, mais sur en fait des outils informatiques personnels qui ont été branchés sur le VPN de l'entreprise avec éventuellement des corollaires de virus qui étaient déjà sur le matériel qui se sont propagés. Donc, nous, ce qu'on souhaite surtout faire, je vais dire notre objectif, c'est déjà que je vais dire la cyberattaque ou que la cybersécurité ne soit pas considérée comme une maladie honteuse. Pourquoi? Parce que en fait, les chefs d'entreprise n'osaient pas dire qu'ils avaient été soit rançonnés par un rançongiciel, soit qu'ils avaient fait, c'est pas tout à fait de la cybersécurité, mais ça consiste en un élément de sécurité de l'entreprise. Ils avaient fait l'objet d'une fraude à la présidence ou d'une arnaque, quelle qu'elle soit. Donc on porte beaucoup l'attention sur le fait de dire que d'abord ce n'est pas une maladie honteuse, que ça arrive à malheureusement en ce moment beaucoup d'entreprises. Les chiffres sont là pour le dire. L'ANSSI, donc Ouais, les c'était à la chiffres rentrée. attestent qu'il y a eu en 2020 une augmentation des faits de délinquance digitale. On peut Ah appeler bah, ça c'est comme c'est ça. un c'est un petit peu terrifiant et j'aurais presque envie de ne pas les citer ces chiffres parce qu'ils donneraient l'envie de ne pas se digitaliser, mais l'ANSSI a fait part effectivement pour ce qu'elle traite, c'est-à-dire vraiment des attaques les plus importantes, du double d'attaques, déjà à la moitié de l'année, de ce qu'elle avait connu l'année précédente. Des grands noms, j'allais dire, de l'industrie, et des services, français ont circulé effectivement comme ayant été attaqués. Je ne vais pas tous les citer, mais effectivement, c'est des risques évidemment financiers, des risques de réputation, des risques stratégiques et des risques juridiques immenses, les cyberattaques. Donc, il faut tout faire pour les éviter. Mais j'ai comme formule un peu, j'allais dire, finale de dire malheureusement, on n'est jamais trop petit pour se faire attaquer. Ça veut dire que globalement, la question n'est pas tellement de savoir si vous le serez, parce que finalement, vous le serez, mais comment, y faire face et comment s'en relever? Et ça, c'est plutôt les questions qu'on essaie de traiter avec les dirigeants. Bien sûr, la partie cyber, on le laisse aux experts et on encourage vivement les entreprises à s'entourer, notamment avec, je vais dire, leurs prestataires, habituels, des meilleures précautions pour, comprendre, comment ils sont déjà protégés ou comment ils peuvent améliorer leur protection et notamment en formant et en informant leurs salariés. Juste une petite anecdote là aussi, il se trouve que dans mon j'ai cursus professionnel, j'ai, eu la chance de travailler pour une grande entreprise américaine. Les cours de sécurité auxquels, j'ai eu la chance d'assister, je crois que je les ai eus que dans cette entreprise-là. Alors qu'en fait, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, il y aurait eu mérite à avoir ce même genre, de mise en garde et d'accompagnement et de précautions, à prendre. Donc j'encourage vraiment les entreprises à penser leur sécurité de manière globale et jusqu'à présent, souvent, quand on parlait de sécurité à un dirigeant, il parlait, je veux dire, vidéosurveillance, sécurisation, de mes locaux, vol de mon matériel, vol parce que c'est important ça aussi, hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de situations de vol de matériel, notamment de machines, très coûteuses, des camions entiers qui disparaissaient ou des choses comme ça. Donc on comprend très bien que ce soit un sujet, de préoccupation des dirigeants, mais il y a aussi maintenant, j'allais dire, toute cette délinquance, qui, est très difficile à appréhender, très virtuelle. On a un partenariat au MEDEF avec la gendarmerie nationale. On a fait un webinaire sur ces sujets avec eux. On est partenaire de cybermalveillance.gouv.fr qui est la plateforme, je veux dire, plus dédiée aux entreprises de petite et moyenne taille, qui répond de plus en plus aux questions, directement en ligne, qui, va labelliser bientôt, en tout cas ce que j'ai compris certainement des prestataires pour, aider les professionnels à savoir vers qui ils doivent se tourner en matière de cybersécurité. Donc tout ça est un processus itératif dans lequel, en fait, on essaie de progresser globalement et c'est très important parce que, on ne gagnera qu'ensemble contre les cybercriminels, et notamment en faisant, je veux dire, œuvre collective et donc en parlant. Effectivement, avec des leviers d'action qui sont à la fois sur du hard, c'est-à-dire la protection des réseaux et des équipements, et sur du soft, c'est-à-dire les comportements de chacun, parfois très simples, hein, consistant à trouver des mots de passe un peu sophistiqués, etc. Mais ça commence aussi par là, la cybersécurité. Et puis il y a un autre enjeu, vous avez lâché le mot de réputation à un moment, c'est vrai que dans le domaine des services, du commerce, de l'hôtellerie, de la restauration, les enjeux liés à la réputation sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est pas à proprement parler de la sécurité, mais ça a évidemment des impacts très importants sur l'activité de l'entreprise. Alors ça, on pourrait en faire une table ronde rien que sur ce sujet-là. Mais il faut qu'on avance parce que l'heure tourne. Et je voulais absolument qu'on en vienne à parler de cette nouvelle organisation du travail dans les entreprises qui font le pas du numérique. Est-ce que
quel bilan, on pourrait commencer par cette question, quel bilan vous tirez l'une et l'autre, peut-être on va commencer par Pauline, de ce qui s'est passé cette année en termes de télétravail, c'est-à-dire de ces nouvelles façons de travailler à distance. Si on devait voir ce qui est positif et négatif, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Alors, ce qui est positif, je pense que c'est que ça a déjà permis à des entreprises qui étaient peut-être un peu réfractaires sur la mise en place du télétravail de tester, de faire un test grandeur nature et du coup de se rendre compte que ça avait des avantages. Également aussi à des télétravailleurs de mieux appréhender ce que pouvait être le télétravail, puisque comme ça a été évoqué précédemment, il y a aussi certaines personnes qui ne sont pas forcément partantes pour faire du télétravail, des salariés, hein, je veux dire. Après, encore une fois, il faut garder en tête que le télétravail qu'on a connu est très particulier, que ce n'est pas du télétravail normal. On a tiré un diagnostic partagé avec les organisations patronales et syndicales qui a été publié je ne sais plus s'il est sorti officiellement en juin ou en septembre, mais que vous pouvez retrouver en ligne, qui justement reprend un petit peu les principaux enseignements de cette situation de télétravail. Et ça a aussi donné lieu à des négociations qui ont eu lieu là en novembre et à un nouvel accord national interprofessionnel qui a été validé par les 3 organisations patronales et 4 organisations syndicales pour justement un petit peu remettre, on va dire, en ordre, enfin de redonner en tout cas les clés de ce que signifie le télétravail dans une entreprise, avec bien sûr les points légaux et puis les points managériaux. Qu'il faut vraiment prendre en compte, que c'est encore une fois un outil qui s'inscrit dans une stratégie plus globale, que chaque entreprise a sa réalité et qu'il faut s'adapter aussi à son fonctionnement. Il n'y a pas de volonté de dire que toutes les entreprises doivent passer à du 100% en télétravail, ni même qu'il faut obliger un jour de télétravail par semaine pour l'ensemble des salariés. Il faut en revanche réfléchir à pourquoi est-ce qu'on met en place du télétravail, dans quel objectif, sachant que ça peut être à la fois un vecteur d'amélioration de la qualité de vie au travail pour les salariés, mais aussi d'une meilleure productivité et du coup d'une meilleure compétitivité pour les entreprises, donc de trouver les bons leviers sur la mise en place de ces télétravails. Et plus globalement, peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la cybersécurité, nous, au niveau de la commission Nouvelles Responsabilités Entrepreneuriales, une des opportunités, on va dire, qu'on essaye de tirer de cette crise, c'est aussi de mieux faire comprendre l'approche RSE par la gestion des risques. Et ce qu'on constate avec la crise, c'est qu'on a un petit peu shifté sur une perception de la responsabilité sociétale des entreprises qui était souvent très tournée sur l'environnement, sur une vision plus large qui inclut aussi tous les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux qu'on peut connaître dans l'entreprise. Donc, au-delà de l'impact du climat ou des ressources naturelles, les enjeux, par exemple, de cybersécurité ou de télétravail rentrent dans cette prise en compte d'analyse des risques pour une entreprise et peut permettre justement de savoir mieux rebondir en cas de crise. Donc, on veut vraiment essayer de tirer cet enseignement-là, que le numérique représente aussi un enjeu en termes de RSE pour une entreprise et qu'il faut le prendre en compte en amont dans sa stratégie. Et le télétravail fait aussi partie de tout ça, sur un aspect sociétal, sur justement une meilleure attractivité de l'entreprise, une meilleure qualité de vie au travail pour les salariés et sur le volet réaction en cas de situation exceptionnelle ou en cas de force majeure, où ça peut permettre une continuité de l'activité, au moins en partie, plus facile pour les entreprises. Si je suis ce que vous dites, j'entends que le télétravail, je le perçois comme un sujet qui était tabou jusqu'à la crise dernière. C'était un peu le sujet qu'on cherchait à éviter, c'était compliqué, etc. pour plein de raisons. On est entré dedans un peu forcé. Aujourd'hui, on a pris conscience que d'une part, c'est un outil de résilience
Et d'autre part, ça peut véritablement être un levier de développement pour une entreprise? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un outil de résilience en termes justement voilà, de permettre une continuité de l'activité. Je ne sais pas si c'était tabou. Je ne pense pas que c'était tabou parce que c'est quand même un sujet voilà, dont on parlait déjà beaucoup avec des entreprises qui ont été très précurseurs sur le sujet du télétravail, mais qui, au final, pouvaient aussi un peu générer des tensions. C'est-à-dire, c'était un petit peu soit les entreprises qui y vont à fond, soit les entreprises qui ne veulent pas du tout y aller. Et je pense, enfin en tout cas j'espère que ce que la crise a aussi peut-être permis de comprendre, c'est qu'au final, ça fait partie d'un panel d'outils que l'entreprise a à sa disposition et qu'elle peut utiliser, et qu'il n'y a pas de forme parfaite du télétravail ou de forme, en tout cas, c'est pas un modèle qui peut s'appliquer partout. Il faut que ça corresponde à la réalité de l'activité de l'entreprise, à la réalité des besoins des salariés, et que ça fasse l'objet d'un dialogue social au sein de l'entreprise, d'une discussion sur comment on le met en place, pourquoi on le met en place, mais qu'en effet, au-delà de ce cadre de télétravail normal, on peut aussi le percevoir comme si on se retrouve dans une situation exceptionnelle comme on l'a connu là. Alors ça peut être crise sanitaire, mais ça peut être aussi une crise, on va dire, environnementale au sens je sais pas, en tout cas les locaux qui sont plus disponibles parce que mettons il y a une inondation ou un écoulement de boue, Oui, ou ça peut être un incident, des grèves qui des perturbent les grèves, fonctionnements, voilà, des intempéries, bien entendu. c'est très, très large. Maintenant qu'on a à peu près l'infrastructure, on a à peu près les équipements, du moins on sait que les entreprises ont fait voilà, un gros investissement pour beaucoup d'entre elles dans l'équipement informatique. On sait que ça peut marcher. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va assister véritablement à une remise en question des manières de travailler dans les prochaines années, peut-être dès 2021-2022, et que de tout ça, il va rester quelque chose qui fait qu'on ne travaillera plus du tout de la même manière qu'on travaillait jusqu'à l'an dernier? Est-ce qu'on est vraiment là à un moment charnière? Je pense qu'on est à un moment charnière. Alors, au-delà du télétravail, un des constats qu'on a fait aussi quand même avec la crise, qui est quand même lié aussi au télétravail, c'est qu'il y avait déjà cette tendance de remise en question du sens du travail, de pourquoi est-ce qu'on va travailler, de comment est-ce qu'on travaille. Il y a beaucoup de remise en cause aussi du modèle, on va dire, inspiré du Fordisme et du Taylorisme, dont on entend, enfin, en tout cas moi à mon niveau, puisque je m'intéresse à ces sujets-là, mais c'est voilà, c'est des thématiques qui montent. Et je pense que ça a renforcé en effet ces discussions-là. Et le télétravail a la particularité de mettre en exergue justement souvent le sens du travail. C'est-à-dire que quand on est chez soi, tout seul, devant son écran, il y a une conscience plus forte de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et avec la crise, c'était d'autant plus prégnant sur à quoi je sers, on va dire. Donc, voilà, il y a eu ce contexte de crise qui a fait que ces questionnements-là ont vraiment pris une place assez importante. Et sur toute la question de la responsabilité des entreprises, c'est aussi en lien avec ça, puisque ce qu'on constate, c'est que dans le sens du travail, il y a aussi la mission de l'entreprise. À quoi sert mon entreprise? Quel est son impact? Et du coup, au sein de cette entreprise, quel est mon impact à moi de fait, du coup, sur la société. En disant ça, je ne veux pas effrayer tout le monde en disant qu'il faut que toutes les entreprises aient des missions qui soient alors, ce qu'on peut imaginer comme de fait utile à la société, c'est-à-dire le médical, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut que toutes les entreprises soient sur le même modèle, mais c'est-à-dire d'être très concret sur la prise en compte de l'impact qu'a l'entreprise dans la société. Et on a fait un sondage au moment de la crise auprès d'un échantillon représentatif de la population salariée du privé. Et un des résultats qu'il y a eu, c'est que 61% des répondants avaient une image positive de l'impact des entreprises dans la société. Donc, c'est quand même voilà, un bon score. Et il faut voilà, continuer sur
sur cette veine-là pour remettre en cause le modèle qu'on a du travail, de la manière dont on travaille. Donc, il y a cette question de sens et après, il y a la question de comment est-ce qu'on travaille. Donc, en effet, le télétravail est un des enjeux principaux dans les changements et l'évolution des modes de travail. Mais je pense qu'il faut raison garder sur le développement du télétravail, puisque un des apprentissages aussi de la crise, c'est que du télétravail à 100% et à 100% en distanciel, il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont dit au final, mes collègues me manquent, il y a besoin du lien interpersonnel, même en termes de, par exemple, de résolution de problèmes, de créativité dans l'entreprise, c'est important. Donc, il faut voilà, avoir un bon équilibre sur ces nouvelles méthodes de travail et sur les nouvelles méthodes managériales qui les accompagnent et qui, là aussi, en termes d'attractivité dans les entreprises, de changement de l'organisation du travail, sont importantes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on a commencé à parler de techno, d'outils, et que là, on est en train de parler du sens de la vie, hein, quand même, Pauline. Donc, ces enjeux digitaux numériques, ça nous emmène quand même loin. Maxence, je voudrais juste le mot de la fin parce que notre table ronde va se terminer. Je n'ai pas vu de questions tomber de la part de nos internautes. Voilà, sur votre vision de ce qui va se passer dans les prochains mois. Alors, vous n'avez pas de boule de cristal et vous allez me répondre ça à juste titre. Bien malin qui peut dire ce qui va se passer ne serait-ce que dans une semaine. Donc voilà, la question que je vous pose, elle est quand même un peu compliquée pour finir avant le repas, mais quand même, il y a des éléments nouveaux, on les a posés, il y a des enjeux qui ont été clairement explicités, qui sont apparus très clairement pendant cette année. Qu'est-ce qui va rester de tout ça, d'après vous? Non, mais tout à fait, Patrice, je vous remercie. Je ne lis pas dans une boule de cristal, en effet. Néanmoins, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a des itérations, et notamment dans le monde des technologies, il y a des vagues qui sont souvent provoquées par des changements d'innovation et des changements de technologie, mais il y a aussi des vagues qui sont suscitées par des changements de comportement et d'usage. Et donc, c'est très intéressant de voir comment, en fait, ces différents aspects se conjuguent pour faire un changement de société in fine. Et c'est tout à fait normal finalement qu'on arrive dans un discours autour de la société en tant que telle et du sens du travail et la manière dont il s'organise parce que, qu'on le veuille ou non, en fait, les changements technologiques changent la société en réalité. Et les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail attendent de travailler d'une manière peut-être un peu différente parce qu'ils ont été habitués à utiliser des outils de manière différente des nôtres. Et ce que je pense effectivement, c'est que quand on voit ce que l'arrivée du smartphone a changé dans notre capacité à aller vers le digital et que, je crois que c'est plus 80 non seulement des Français qui sont équipés, d'un téléphone, mais qu'en plus, l'accès à internet aujourd'hui se fait majoritairement sur un appareil mobile et minoritairement en fait sur un appareil type PC, informatique, à la maison. On voit bien qu'il y a des usages, majeurs qui ont fait, en fait, évoluer, l'ensemble, de notre comportement et de la société. Donc aujourd'hui, je pense que même si je parlais de la société du sans contact, on a encore besoin de nos doigts pour pianoter, mais les interfaces voix, par exemple, vont aussi être, je vais dire, elles existent déjà, mais en réalité, l'usage, on n'a pas encore tout à fait passé le pas de la commande voix. Je pense que c'est des choses qui vont, évoluer, commande voix, le monde sans contact, la capacité aussi à avoir des outils informatiques d'entreprise, de gestion des données d'entreprise beaucoup plus appréhendables, y compris par des entreprises petites et moyennes taille. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin effectivement de lire dans une boule de cristal pour voir la stratégie de grands groupes informatiques ou qui sont très tournés vers les TPE, PME aujourd'hui, parce qu'ils y voient un champ effectivement de développement et de marché potentiel énorme. Ils voient que en fait beaucoup sont en retard et qu'ils peuvent les accompagner avec des outils qui sont assez facile. Je ne vais pas faire de la pub pour eux, mais effectivement, si on voit dans les entreprises le nombre de gens qui se sont, outillés en Microsoft 365 et qui ont découvert tout ce qu'on pouvait faire avec, là, il y a vraiment effectivement des changements même de comportement, dans les entreprises qui se sont, opérés. Donc oui, je pense qu'il reste quand même quelque chose. Quand je parle d'itération, je voudrais parler un peu de cette problématique d'organisation de travail. On avait connu, hein, dans les années 2000 déjà des entreprises qui faisaient du flex office quand Accenture a supprimé finalement, les bureaux individuels, dans le sens où finalement il fallait réserver son bureau pour arriver et travailler. C'est-à-dire que des entreprises avaient commencé, le monde des startups aussi avec
je veux dire des endroits collaboratifs, des lieux de travail en fait, communautaires et partagés, qu'ils soient en ville ou ailleurs, se sont créés. Donc on voit très bien qu'en fait, il faut mixer, je pense, tous ces modèles. L'entreprise effectivement, elle a intérêt pour sa créativité et la capacité à attraire de nouveaux talents vers elle, y compris des talents qui ne voudront pas déménager de là où ils sont, mais qu'elle pourra quand même embaucher parce que justement, ça sera possible de travailler à distance et ça sera possible de venir 1 ou 2 fois seulement dans la semaine, dans le bureau principal ou dans l'usine, quelle qu'elle soit, pour, effectivement y collaborer avec, les autres, intervenants. Donc je pense que tout ça, ça marque quelque chose et qu'il en ressortira quelque chose, certainement, dans la manière d'appréhender le travail et la manière de l'organiser. Merci de nous avoir rappelé que le champ des possibles est ouvert et que, eh bien, on est dans une période effectivement où on cherche, voilà, on cherche un nouveau modèle et que, en tout cas, on a des éléments de réflexion grâce à vous, grâce à cette matinée, et à tous nos intervenants. Cet après-midi, on parlera justement des nouvelles façons d'acheter, puisqu'on aura une table ronde sur le e-commerce et des nouvelles façons de produire avec une autre table ronde sur l'impression 3D et sur l'industrie du futur. Je profite de cette petit échange qu'on a eu tout à l'heure sur la cybersécurité pour vous indiquer, vous apprendre, vous rappeler que Nice et Forcité organise un webinaire sur ce sujet mercredi prochain de 10h30 à midi. Vous allez sur le site niceetforcité.com pour vous inscrire et vous en profiterez également pour donner votre adresse email afin de recevoir toutes les informations et toutes les actualités de Nice et Forcité. Merci Maxence, merci Pauline d'avoir échangé avec nous depuis le MEDEF national sur voilà, cette nouvelle façon de vivre l'entreprise grâce au digital. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis ce matin. On se retrouve dans 1 heure à 14h pour la suite de cette 3e édition des Connect Days. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, bonne journée.